jamais de sujet en République démocratique du Congo. L'actualité reste agitée par la sortie médiatique de la gouverneure de Mai-Ndombe, Rita Bola, qui a fait une annonce sur l'agression de Kwamutu. Il dit la menace est presque à la porte de Kinshasa. Il y a une situation d'agression au niveau de Kwamutu, à en croire les informations à notre possession, aussi les sources officielles de la province de Mai-Ndombe. Ce conflit communautaire n'en est pas un, mais il s'agit plutôt d'une main noire qui serait derrière ce conflit communautaire qui a dégénéré. On n'est pas loin d'accuser le Rwanda. Est-ce que c'est une fuite à l'avance de ceux qui sont censés assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, de résoudre des petits conflits, des remous communautaires entre les peuples? On voudrait porter le chapeau à une main noire qui serait venue de je ne sais où. Nous allons nous interroger et tenter d'apporter des réponses ou des éclairages par rapport à cette situation de Kwamutu. En l'entretemps, je ne peux pas refuser de vous annoncer que dans la province du Sud-Ubangi, les REDOC, les gouverneurs et des sources locales nous ont rapporté qu'il y a une forte présence de l'armée rwandaise à la frontière avec le Centre-Afrique. Est-ce que le Congo est-il réellement menacé au niveau de l'Est? Bunagana est presque une situation habituelle avec l'occupation rwandaise déguisée dans la rébellion du M23. Est-ce que le pouvoir de Kinshasa est-il totalement dépassé par les événements? Est-ce que ce pouvoir sera à mesure de maîtriser la situation sécuritaire? C'est la grande question que nous nous posons. Est-ce que le Congo est-il encore contrôlé par les Congolais et ceux qui les dirigent? Voilà autant d'interrogations qui taraudent nos esprits tout au long de cette émission. Avec notre invité, nous allons apporter quelques analyses, quelques explications pour vous éclairer la société, mais aussi éveiller les uns et les autres par rapport aux dangers que guette notre pays. Des mises en place au sein de l'armée. Est-ce que peut-on parler de la refonte du système de sécurité? Est-ce que Félix Tshisekedi est désormais le maître du jeu de l'appareil sécuritaire congolais? Est-ce que nous n'allons pas rentrer sur les points sensibles qui concernent l'armée, mais au moins nous allons nous attarder sur ces mises en place et ce que les commandants suprêmes entendraient de ces nouveaux hommes nommés à la tête de l'armée et les attentes de la population par rapport à cette situation. Quid de la police nationale congolaise? Vous savez, le général Kassongo et le général Amouli, nommés depuis quelques années par Joseph Kabila, continuent à gérer la police nationale et la ville, mais à notre avis, les résultats ne sont pas assez bons. La gestion, la protection des civils et de leurs biens, parce que c'est cela la mission de la police, n'est pas totalement assurée. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que le Félix aille voir aussi le secteur de la police? Nous allons quitter le domaine de la sécurité pour cette fois-là, chuter avec les élections, les probables élections de 2023. Les voix s'élèvent de partout, à l'opposition tout comme à la majorité. Si pour la cimer, il faudrait un peu beaucoup plus de paix autour du processus électoral. Les artères politiques à l'unanimité font la lutte du consensus autour de réformes électorales, la mise en place de nouveaux animateurs de la CENI, mais aussi la mise en place des animateurs de la Cour constitutionnelle. Et il y a un doute par rapport à l'organisation des élections. Est-ce que nous allons tout droit vers un glissement, même si les partis des Katumbi disent non, exigent des élections à la date prévue? Est-ce que nous tendons réellement vers le glissement? Est-ce que c'est le schéma 2016 qui va refaire surface, ou on va trouver une autre solution magique? Entre-temps, les enrôlements sont annoncés au mois de décembre. Voilà les menus autour desquels nous allons nous entretenir tout au long de cette émission avec notre invité. Encore une fois, merci de nous rejoindre et de vous abonner massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Lui, c'est qui? Il s'agit de Gauthier Seichang. Il est le directeur général
de Netic News, Netic Monde, disparu depuis quelques temps. Il nous fait l'honneur de revenir sur notre plateau aujourd'hui. C'est avec lui que nous allons analyser toutes ces questions d'actualité. Gauthier Sey est journaliste. Gauthier Sey, bonjour. Bonjour cher ami, merci pour l'invitation. Bonjour aux compatriotes qui nous suivent à ces moments. Je pense que nous sommes là. C'est vrai que j'ai à disparaître pendant... Vous étiez où exactement et pourquoi? J'étais seulement ici au Congo, cher ami, mais simplement que j'avais des petits soucis au niveau de la justice avec un gestionnaire d'une entreprise publique que tout le monde connaît. Il s'agit du docteur Jean-Simon Fouti, avec qui nous avions des démêlés jusqu'à ce jour en justice. Et il fallait préparer le moyen de défense, il fallait être tout le temps en compte avocat. Et vous savez, il y avait aussi, j'ai été conseillé par mes avocats d'être un peu réservé pendant ces moments-là, de peur que je puisse glisser un mot ou une phrase. Qui puisse perturber les... Effectivement. Donc, je me suis quand même donné la peine de respecter ces recommandations des avocats. Et jusque-là, l'affaire est en cours. Nous sommes encore à nouveau invités, c'est 10 à 9 heures au Tripé Gombe, où je vais répondre cette fois-ci personnellement pour aller présenter mes moyens de défense et puis essayer d'éclairer, n'est-ce pas, la lanterne des juges sur les dossiers qui m'opposent au DG AI de la CNSS. Très bien, votre collègue DG, hein, si vous êtes DG, bon, c'est une situation entre collègues. Je pense que cette fois-ci, ça sera les DG de Netic News Monde, de l'autre côté, les DG AI de la CNSS, c'est une histoire des collègues. Hein? L'un au niveau du secteur public, l'autre au niveau du secteur privé. Nous espérons qu'il y aura une issue normale par rapport à cette affaire qui n'a que trop duré. Voilà, on ne va pas s'attarder parce que l'affaire est en instruction devant les instances judiciaires, Gauthier Sey, devant les instances judiciaires, Gauthier Sey. Il y a un conflit communautaire au niveau de Kwamotou dans la province de Maïndombe. On nous a rapporté que c'était un conflit qui concernait les occupants de cette partie du territoire national. Non, d'après les informations de la gouverneure Rita Boula, il s'agit là d'une menace militaire qui se trouve aux portes de Kinshasa. Entre ceux qui nous ont dit qu'il s'agit bien d'un conflit communautaire qui ne concernait que nos compatriotes de la province de Maïndombe, et Rita Boula qui dit que non, ce n'est pas un conflit communautaire, c'est plutôt une sorte de rébellion qui est déjà aux portes de Kinshasa. Qui a tort, qui a raison? Nous demandons au président de la République, je cite, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous demandons au président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Nous demandons aussi au président du Sénat, M. Bahati, qu'il puisse prendre des décisions, au chef du gouvernement aussi bien sûr, M. Samalou Kondé, de prendre des décisions en temps réel. Pour moi, le pays est en guerre. S'ils ont choisi Kwamotou, c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa. Et nous voulons que les décisions se prennent en temps et à l'heure. En temps et à l'heure, afin d'agir. Nous sommes infiltrés, il y a une main noire, alors attaquons le problème à la source et sécurisons nos territoires. Cher Lokala, c'est vrai que ça va faire quelques décennies qu'il y a un plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo. On ne doit pas se voiler de face. C'est vrai que le Congo est souvent menacé par ses voisins. C'est le seul pays qui a 9 voisins. Et un pays très riche, et je ne sais pas pourquoi Dieu a fait les choses de cette manière, que nos richesses minières de sous-sol se retrouvent que dans des frontières. Et ça crée un peu de jalousie. J'étais en train de parler il n'y a pas longtemps avec un géologue qui m'expliquait comment est-ce que il y a une roche même de cobalt qui est arrivée jusqu'à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Mais arrivé juste à la frontière, la roche a fait une courbe pour rentrer encore en République démocratique du Congo. C'est lors du traçage. Voilà. On a appris en géographie que le roi Léopold II à l'époque, au moment du traçage, partout là où il y avait des richesses, faisait toujours un petit crochet, un petit saut. Et on a trouvé une fenêtre à l'océan au niveau du Congo. Très bien. Donc, qui explique cette corne-là. Voilà. Donc, c'est ce qui est à la base de toute cette jalousie, c'est ce qui est à la base de
de toutes les attaques, de l'insécurité à l'Est, et parce que beaucoup sont en train, n'est-ce pas, d'envier nos richesses, au lieu de venir exploiter légalement pour que le peuple congolais puisse aussi bénéficier de ces richesses, mais ils préfèrent, n'est-ce pas, recourir aux moyens faciles, ne pas payer des impôts, ne pas acheter ces richesses dans des voies normales. Ils recourent à la guerre, ils recourent à l'instabilité pour, n'est-ce pas, s'aimer la terreur et permettre à leurs bourreaux d'exploiter et les ramener cette richesse à l'extérieur du pays. Mais cela n'ouvre pas, Lokala, une brèche, n'est-ce pas, à ceux qui dirigent de paniquer la population. Cela ne donne pas l'occasion à ceux qui sont gouverneurs, ministres, présidents de la République aujourd'hui, n'est-ce pas, de communiquer d'une manière, je dirais même, sanguinaire. Le cas de Mme Rita Bola, ouais, qui est d'abord arrivée à la tête de cette province de Mai-Ndombe d'une manière miraculeuse, elle ne maîtrise pas les réalités par des élections, points. oui. Les élections qui ont été contestées, cher ami. Elle a été imposée par l'ancien gestionnaire de Mai-Ndombe qui a laissé les cadavres dans son tiroir, Jean-Tini Ngobila qui est aujourd'hui à Kinshasa, avec les dossiers Yumbi qui continuent jusqu'à ce jour. Et Ngobila s'est arrangé à placer quelqu'un de son obédience pour étouffer ces dossiers, pour veiller à ces cafards. Et c'est le but pour lequel cette dame a été, n'est-ce pas, imposée à la tête de la province de Mai-Ndombe. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, elle a été mappée ici à Kinshasa pour les dossiers des GERCA, où elle a été accusée, libérée. Voilà, elle a été accusée de détournement. Tout cela a même été mappé pendant quelques heures ou quelques jours, si je ne me trompe pas. Et elle sort de là, elle devient tshisekédiste. Elle commence à louer Madame la Première Dame. Elle commence à faire des t-shirts avec des phrases louant la Première Dame. Et après, elle se retrouve à la tête de la province, ne maîtrisant rien. Il faut interroger l'histoire, cher Lokala. Quand on interroge l'histoire, vous allez vous rappeler ici que vous vous rappellerez avec moi que ces procès, ces conflits entre Teke et des Yaka, c'est un conflit qui date de longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un conflit entre communautés. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'infiltrés, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est un problème de gestion. Il n'y a pas de main noire. Il y a une main noire. Ici c'est question de communautés. Ici, c'est question de gens, n'est-ce pas, qui ne parlent pas le même langage. Il faudra organiser un cadre pour, n'est-ce pas, mettre ces communautés autour de la table, pour qu'ils arrivent à parler un même langage. Mais malheureusement, cher Lokala, c'est les gouverneurs, les représentants de chefs de l'État, qui a tous les moyens de l'État, et là les services, et là la police, et là le FARDC, et là les services d'intelligence, et là les moyens administratifs, et là tous les moyens possibles, n'est-ce pas, pour gérer la province. Et c'est elle qui se permet, cher Lokala, d'alerter, n'est-ce pas, dans des termes très durs, disant qu'il y a une main noire et que nous sommes infiltrés et qu'ils ont choisi Kwamouth parce que c'est à l'entrée de Kinshasa. Mais c'est extrêmement grave. Et je me demande comment est-ce que le ministre Asselo peut rester silencieux. Comment est-ce que le président de la République, les premiers ministres sont silencieux jusqu'à maintenant? Ils ne savent pas les conséquences que les discours, que les messages lancés par Rita Bola peut causer, n'est-ce pas, dans la panique au sein de la population locale. Maintenant, là que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui cherchent à quitter Mai-Ndombe, il y a des gens qui cherchent à quitter Kenge, il y a des gens qui cherchent à quitter les coins de Bandundu. Et ces trois gouverneurs se sont réunis. Ils ont trouvé bon de passer un message dans des termes vulgaires, ne maîtrisant même pas les codes de sécurité. Ils ont les moyens de sécurité. Ils savent comment communiquer pour des choses comme ça. Prenons les cas que il s'avérait que, prenons les cas que c'est vrai que nous sommes infiltrés par Mai-Ndombe et qu'il y a, c'est pas moi, des Rwandais ou des Ougandais qui veulent menacer, qui veulent frapper Kinshasa. C'est comme ça qu'il faut communiquer? Est-ce qu'on n'a pas appris à Rita Bola comment est-ce qu'un gouverneur peut communiquer sur des questions sécuritaires très sensibles dans des termes codés? Et ils ont des canaux de communication pour alerter, n'est-ce pas? Il y a des rédocs de la NER là-bas, il y a les responsables de la DEMIAP, il y a les commandants de la police, il y a les commandants de FARDC qui pouvaient faire ces rapports et saisir la hiérarchie pour atteindre rapidement les ministres de l'Intérieur et les chefs de l'État pour que la question soit traitée le plus tôt. Le ministre de l'Intérieur lui-même a été sur terrain,
Après son départ de Maïndombe, la solution n'a pas été trouvée. Donc ici, si on doit être sérieux avec nous-mêmes, cher Lokala, à cet instant, le ministre de l'Intérieur, si lui-même savait ce que c'est son rôle, parce qu'il se limite souvent à faire la sécurité, mais il a un autre rôle. Un autre rôle qui se suit, c'est, n'est-ce pas, il est ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Et les affaires coutumières, c'est ce qui est à la base. Il y a les chefs coutumiers des faits et les chefs coutumiers d'État. Entre les Teke et les Yaka. Voilà, et là, c'est un problème de réconcilier ces chefs coutumiers qui s'entrent dedans pour des conflits de terre. Et je vous rappelle que nous avions connu le problème de Yumbi. Il n'y avait pas d'infiltrés, il n'y avait pas de rebelles. C'était un problème de terre qui a été mal géré par nos politiques. Nos politiques arrivaient, quand ils sont élevés à des postes de responsabilité, cher Lokala, au lieu de travailler pour toutes les communautés, ils se mettent à privilégier, n'est-ce pas, leurs tribus, leurs clans. C'est ce qui est à la base de tout ça. Nous n'avions pas des hommes d'État à la tête des provinces, à la tête des ministères, qui sont capables de concilier toutes les tendances. C'est là où il y a le problème, cher Lokala. Très bien. Donc, ici, pour chiter, j'interpelle les ministres Asselo, j'interpelle Samalou Konde. Nous ne devons pas seulement être des attentistes, venir résoudre des problèmes qui sont déjà causés. Il est temps, n'est-ce pas, d'arrêter cette hémorragie avec la madame Rita Bola, qui vient de lancer un message de guerre, qui vient de lancer un message, n'est-ce pas, de créer la panique au sein de la communauté. Il est temps de la suspendre, mettre quelqu'un qui est compétent, qui pourra, n'est-ce pas, quand vous suivez même les messages, cher Lokala, j'ai failli oublier, vous sentez que c'est une dame qui parle avec beaucoup de sentiments. Rien d'homme, rien de femme d'État n'est. Rien de femme d'État. Elle parle avec beaucoup de sentiments. Or, les questions d'État, on ne les traite pas avec des sentiments. Les questions d'État sont traitées sans état d'âme. Mais là, malheureusement, nous sommes à plus de 3 jours. Personne n'interpelle la dame. La dame est toujours libre. Et voilà encore la naïveté. Quand elle interpelle Mbosso, quand elle interpelle Bahati, pour qu'ils agissent comme qui? Là, c'est la question de sécurité. Il faut interpeller le président, le commandant suprême qui est le chef de l'État. Il faut interpeller le chef du gouvernement qui est le premier ministre. Il faut interpeller le président, les patrons de la sécurité du pays qui est assez long. Cher Lokala, pour une fois, il est temps que Rita Bola soit suspendue. Ça prouve à suffisance qu'elle ne maîtrise pas les réalités du coin. Ça prouve à suffisance qu'elle n'est pas à la hauteur de gérer les conflits. Elle risque d'alimenter encore ces conflits comme l'a fait son mentor Gentili Ngobila avec Yumbi au Maïndombe. Très bien, Gauthier Sey. Est-ce que la menace telle qu'annoncée par Madame la gouverneure Rita Bola est-elle réelle? Écoutez, il n'y a rien de menace. Il n'y a rien d'infiltration. Vous n'y croyez pas à Je n'y crois pas, cher Patrick Lokala. Ces problèmes, on en a dans toutes les provinces. Je vous rappelle que quand vous allez... Si vous n'y croyez pas, c'est quoi la réalité alors? La réalité, c'est un problème communautaire. Pourquoi cette annonce? Oui. L'incompétence, la légèreté de langage. Il faudrait se faire entourer ou il faudrait se faire consulter. Donc, quelle est la motivation de cette... La motivation, c'est la légèreté, c'est l'incompétence, cher Lokala. Elle est incompétente, elle ne maîtrise absolument rien. Elle ne sait pas réellement ce qui se passe. Elle n'a pas de background de la province pour avoir vécu ailleurs et elle s'est livrée maintenant aux sentiments. Et la conséquence, la population est paniquée. Il faut un message de paix, de sensibilisation pour, n'est-ce pas, apaiser la population. Ces problèmes, il n'y en a pas qu'au Maïndombe. Nous avions ces problèmes au Lualaba. Il y a les Rounds et les Tchoko qui sont entrés dedans. Nous avions ces problèmes au Kasaï. Il y a les Pende et les Bakwanyam qui sont entrés dedans. Nous avions ces problèmes à Kisangani. Ces problèmes, nous l'avions à l'Est. C'est la pauvreté. C'est un problème politique. Il faut une bonne politique, n'est-ce pas, sociale, une bonne politique d'emploi pour permettre à tous ces jeunes qui se livrent à des actes de vandalisme d'être occupés pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Et il nous faut des dirigeants des provinces, des dirigeants au niveau national, conciliants, des dirigeants qui ont la hauteur du Grand Congo. Et non des dirigeants, cher Lokala, qui sont là pour s'occuper de sa petite tribu ou de son petit clan. Mais des dirigeants qui, une fois élus, une fois nommé, il se voit leader pour toutes les communautés de son coin. Et il traite toutes les communautés, tous les clans, toutes les tribus de la même manière. Voilà. C'est ça le vrai problème. Voilà, c'est ça. Et aussi, le troisième problème, c'est les problèmes soulevés par Mouzito. Savoir responsabiliser les chefs des terres et les chefs coutumiers. Et qu'ils soient réellement responsabilisés. Et que l'État puisse les prendre en charge. Parce que ce sont eux qui sont en contact avec le peuple. Ce sont eux qui maîtrisent l'historique de chaque coin. Quand ils sont maintenant abandonnés à leur triste sort, quand ils sont maintenant jetés
rejeté par les régimes actuels, par les régimes qui se succèdent. La conséquence, ils vont monter la jeunesse parce que la jeunesse a faim et nous allons aller de conflit en conflit. On va aller de conflit à conflit, ce n'est pas ça notre souhait, mais quand même une question, Gauthier, c'est est-ce que l'annonce de Mme Rita Bola, gouverneur de Maïndombe, qui dit que la menace est aux portes de Kinshasa, ne corrobore pas avec la situation au sud Ubangi où, là aussi, le REDOC, le gouverneur ont annoncé que les Rwandais sont à la frontière avec la République centrafricaine. Mais on ne s'arrête pas là-bas. À l'Est, nous avons une situation d'occupation ici à Kinshasa. Il y a un moment, on a parlé de remous d'un coup d'État. Est-ce que Mme Rita Bola n'est pas dans la logique des annonces qui vont dans le sens de mobiliser tout le monde par rapport au danger que la RDC, auquel la RDC est menacée par rapport à ces attaques que nous avons non seulement à Maïndombe, aussi Lubangui, mais plus surtout à l'Est du pays où on a les forces kenyanes qui sont venues nous aider, mais en réalité, ce n'est qu'une force tampon. Cher Lokala, il faudrait ici qu'on se dise la vérité en face. C'est vrai, le pays est menacé, mais il faut savoir communiquer. Même la Bible elle-même, elle est dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La parole, quand elle sort, c'est une âme qu'on ne sait plus récupérer. Il faut savoir parler, il faut savoir quoi dire. Peu importe, si cela s'avère vrai, il y a une manière de le dire. Vous venez de soulever ici qu'il y a eu les REDOC qui a alerté, n'est-ce pas, pour dire que... Ils ne pouvaient pas. Hein. Non, les REDOC, c'est administratif. Hein. Non, les REDOC, c'est les patrons de la sécurité du coin. Mais ils ne pouvaient pas communiquer. Peut-être qu'il a violé. Voilà, il pouvait saisir directement. Il pouvait saisir directement la hiérarchie. Voilà. Mais là, à ce terme, il dit à la frontière. Il y a l'ambassadeur congolais vivant plutôt accrédité à Bangui, qui a aussi, n'est-ce pas, alerté la hiérarchie pour dire qu'il y a la présence, n'est-ce pas, des hommes en uniforme rwandais à la frontière. Donc, vous comprenez que ça ne sonne pas de la même manière avec les dires de Mme Rita Bola, qui vous dit que nous sommes en guerre et que l'air est grave et qu'ils ont choisi Kwamoun parce que c'est à la porte de Kinshasa. Il faut intervenir maintenant. C'est du populisme. Croyant, n'est-ce pas, s'attirer la sympathie du peuple congolais. Mais en créant encore un autre problème. Il faut commencer par résoudre les problèmes. Mais malheureusement, il est sous les traces de Chantini Ngobila. C'est de la même manière qu'Ngobila a géré les problèmes de Yumbi. Et ça a dégénéré jusqu'à ces jours. Au lieu de créer les problèmes communautaires, arriver, n'est-ce pas, à concilier les communautés qui s'entrent dedans, qui sont identifiées d'ailleurs, Teke et Yaka, mais vous mettez, n'est-ce pas, à créer un autre problème. Donc ici, il ne faudra pas faire, de l'amalgame. Ce que Rita a dit, c'est extrêmement grave. En tant que gouverneur, représentant du chef de l'État, ça ne pouvait pas sortir de sa bouche. Elle ne pouvait pas mettre des paroles pareilles sous la place publique. Et voir un gouvernement amorphe qui n'arrive pas à réagir, n'est-ce pas, le plus tôt pour suspendre une dame comme ça, pour apaiser la population, il faut communiquer avec ceux qui sont à Maïndombe, ceux qui sont à Kenge maintenant. Ils sont maintenant en alerte. Ils sont maintenant sous le pied de quitter les coins. Et la conséquence, c'est quoi? Ils vont commencer à se régler des comptes suivant la morphologie des uns et des autres. Tu as une morphologie proche des Rwandais, des Ougandais, on peut t'abattre. Tu es exposé. Voilà, donc il faut éviter de telles communications. Donc ce que Rita Bola a fait, cher Patrick Lokala, c'est de la légèreté au sommet de l'État et c'est de l'incompétence de concilier les deux communautés comme venait de le faire l'opposant Mouzito. Elle devait le faire plus. Elle devait à ce moment, au lieu de venir faire des déclarations sanguinaires, elle devait être aux côtés de tous ces chefs pour leur expliquer l'intérêt de la paix dans ces coins du pays. Donc, ce qui se passe à Bunagana, plus de 100 jours, la monnaie rwandaise et la monnaie ougandaise est maintenant consommée chez nous. C'est quand même grave. Le silence absolu du régime, du gouvernement, ce qui se passe au sud au Bangui, tout ça, ça inquiète. Et nous sentons aussi, n'est-ce pas, comment je peux même dire ça, l'impuissance de l'armée congolaise et du gouvernement congolais de régler les problèmes. On ne peut pas, cher Lokala, être tranquille en tant que dirigeant pendant plus de 3 mois, laisser une partie de son pays entre les mains des ennemis de la République et
faire manquer ses compatriotes la paix pendant autant de jours et nous sommes en train de se déambuler ici, nous sommes en train de prendre part dans des fêtes, nous sommes en train de manger, boire, danser. Je pense que c'est extrêmement grave. Je pense, si on est dans un pays sérieux, on parlerait d'une haute trahison. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, il est le garant de bonnes institutions et il est le patron. Il est le patron, n'est-ce pas, de la sécurité. On l'appelle d'ailleurs commandant suprême. On l'appelle commandant suprême. Dans le Congo, c'est comme un corps humain. Quand c'est un doigt qui souffre, quand c'est la tête qui a mal, c'est tout le corps qui est touché. On ne peut pas se sentir en paix, on ne peut pas se sentir en bonne santé quand on a un doigt malade, quand on a la tête qui dérange ou quand on a les yeux qui dérangent. C'est comme ça qu'un chef d'État, c'est comme ça qu'un gouvernement doit se comporter. Un gouvernement sérieux qui apprend qu'il y a une partie de son pays prise en otage par les détracteurs, prise en otage par ceux qui veulent balkaniser les pays. Mes chers amis, on ne tient plus des réunions des conseils des ministres ici. Les conseils doivent se tenir dans une ville proche du coin. Prise en otage par Déplacer le conseil des ministres. Déplacer le conseil des ministres, le conseil de sécurité. Il faut maintenant multiplier les stratégies et alerter toutes les forces vives de la République pour aller, n'est-ce pas, comment dire, mettre dehors l'ennemi qui est en train, n'est-ce pas, de malmener nos frères et sœurs. Certainement, cher Patrick Lokala, parmi ceux qui sont tourmentés à Bunaganda, il y en a qui ont voté Félix Tshisekedi. Il y en a qui ont voté les députés ici que nous avions. Il y en a peut-être, les jours de vote, il y avait une forte pluie, qui ont passé presque toute la journée dehors, sous une forte pluie, pour qu'ils puissent voter le président de la République. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils gagnent? Même la paix, même la petite sécurité, ils n'en ont pas. Et nous, ici, nous sommes calmes. Nous, ici, nous prenons du champagne. Nous, ici, nous organisons des conseils des ministres où on a des perdièmes matin, midi, soir. Et on est à l'aise. Et on attend, on veut faire des élections. Et puis, on parle d'un deuxième mandat. Malheureusement, on parle de deuxième mandat. Que pensez-vous de la force régionale censée venir mettre dehors les M23 comme l'avait annoncé? Cher Lokala, mais écoutez, mais d'après les informations des terrains, c'est une force tampon. Écoutez, cher Lokala, je l'ai toujours dit. Les FARDC ou M23 en attendant l'application de l'accord de Nairobi, les conclaves de chefs d'État. Je l'ai toujours dit, cher Lokala, ni la MONUSCO, ni cette force, aucune armée extérieure ne viendra mourir pour vous les Congolais. Non, mais le pouvoir y croit quand même. Hein? Personne ne viendra mourir pour vous. Vous avez suivi les chefs de l'État avec nos confrères de France 24 et il a pleinement confiance à l'armée. Le chef de l'État a annoncé que l'armée kenyane allait entrer par Bunaganda et il a même insinué les conséquences. N'est-ce pas? Qui est allé, n'est-ce pas, que les conséquences du passage de cette armée à Bunaganda. Mais vous avez suivi le porte-parole de cette armée? Il vous dit que c'est une zone tampon. C'est une force tampon qui vient Donc ils ne viennent pas combattre la M23, mais ils viennent se placer pour permettre aux deux forces d'aller continuer les négociations. Mais entre-temps, nos frères et sœurs sont malmenés par l'armée et les M23. On croit à Félix ou à cette force? Écoutez. On croit à qui? Écoutez, vous voyez ces soldats ougandais ou ces soldats kenyans venir mourir pour toi, Congolais? Ils ont prêté le serment pour mourir pour les Congolais ou pour les Kenyans ou pour les Ougandais? Arrêtons de blaguer, arrêtons de perdre le temps. Il faut organiser notre armée. Il faut organiser notre armée, organiser l'armée congolaise. Et il faut maintenant un commandement fort. S'agissant de l'organisation. Il faut maintenant un commandement équilibré. Pour booster hors d'état de nuire les M23 qui sont en train de malmener les compatriotes à Bunaganda pour plus de 100 jours aujourd'hui. S'agissant de l'organisation de l'armée, le chef de l'État vient de nommer de nouveaux commandants au sein de l'armée. C'est une forme de mise en place. Maintenant, je disais en prélude qu'il a pratiquement le contrôle absolu du système de sécurité de notre pays. Est-ce que n'est-ce pas cela un début de ce que vous appelez de tous les vœux, l'organisation de l'armée, mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut? Cher Lokala, ça va dans ses droits en tant que chef de l'État, de nommer des gens partout il veut, dans l'administration, dans l'armée, dans le gouvernement, s'il veut remanier.
Ça va dans son droit le plus légitime en tant que chef de l'État. Mais si vous essayez un peu d'interroger l'histoire, les problèmes de l'armée congolaise, ce n'est pas un problème des soldats ou des généraux. Ce n'est pas un problème de commandement. C'est un problème de prise en charge. C'est le soldat qui va au front, qui laisse son enfant enfamé. C'est le soldat qui va au front, qui est tout le temps dérangé par sa femme. Bientôt, nous serons déguerpis de la maison. Bientôt, on va nous mettre dehors. Les enfants sont Bientôt, malades. les enfants, ça ne va pas. On va perdre la cadette parce qu'on n'a pas de moyens pour aller à l'hôpital. Les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants ne sont pas nourris. Comment voulez-vous que ces soldats-là puissent être moralisés, assez donnés pour le pays? Pendant qu'il est vivant, sa petite famille n'est pas prise en charge. Et s'il mourait? Et dans un pays où vous avez des blessés de guerre qui font la ronde de la ville, des grandes artères pour quémander matin, midi, soir. Et ces soldats qui est au front, qui voit ses frères, qui voit ses collègues, comme aime les appeler, Massou Anabango, et lui maintenant il s'est dit quoi? Quel est son état d'esprit? Donc si aujourd'hui je suis atteint par une balle, je deviendrai comme tel, mendiant. Ça démotive. Ça démotive les troupes. Le problème de l'armée congolaise, c'est l'organisation en interne. Le problème de l'armée congolaise, c'est la prise en charge de ces vaillants soldats qui ont prêté serment de mourir sous les drapeaux. Comment est-ce qu'ils sont pris en charge? Comment est-ce qu'ils sont rémunérés? Leur argent, est-ce que leur argent arrive à destination? Est-ce que toutes les primes que les trésors publics décaissent pour ces soldats arrivent à bonne destination? Qui détourne cet argent? On nous a parlé de détournement. Le chef de l'État lui-même est arrivé au front. Il nous a dit ici qu'il n'a même pas trouvé 20 000 éléments. Le chef de l'État est arrivé au front. Lui-même a reconnu la mafia. Et après, qu'est-ce qui s'en est suivi? Il a attendu 1 an et demi, 2 ans presque, pour faire ses réaménagements. Et ce n'est pas une refonte? Je dirais, refonte, non, oui. Parce que ça revient de ses droits. C'est lui, sait voir avec qui ça peut marcher. Parce que c'est lui le commandant suprême, le premier commandant. Il sait quel est ce joueur-là qu'il peut mettre sur terrain, mais il faut le faire dans des normes. Mais malheureusement, je constate ici qu'il y a eu quand même violation de l'article 27 de la loi organique portant le fonctionnement des FARDC. Le chef d'état-major doit être le plus gradé, n'est-ce pas, de tous les soldats. Mais malheureusement, je me rends compte, au moins que je puisse me tromper, je me rends compte que les généraux tués que je félicite, que je connais la détermination, n'est que 3 étoiles. Le plus gradé aujourd'hui, c'est Ami Sitango Fort, qui a 4 étoiles. Donc, il fallait que cette nomination puisse s'en suivre avec, n'est-ce pas, l'élévation des grades. Il fallait d'abord l'élever en grade. L'élever en grade. Puis après venir les nommer. Soit rien n'État, en tant que commandant suprême, il peut le faire dans les jours à venir pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, dysfonctionnement au sein de l'armée. Il ne va pas commander à M. Tango Fort, qui est son supérieur en armée. Or, c'est la discipline qui règne dans l'armée. Parlant, et lui, il est au-dessus. Exactement. Donc, ici, je pense que... Est-ce qu'on n'a pas compris ça ou on l'a fait par précipitation comme ce sont des petites erreurs qui reviennent de temps en temps dans des nominations, dans des affectations. Je pense que les cabinets du chef aussi, quelque part, ne rendent pas les chefs un bon service. Je pense que ça devait être traité encore ces cabinets. Ça devait être traité, bien sûr, dans la maison militaire, qui devait savoir qui doit être élevé avant qu'on les fasse, pour que nous ne tombions pas dans la violation des textes. Commençons d'abord par élever en grade les généraux, qui deviennent 3 étoiles, major, général-major, 4 étoiles plutôt, et après, on les nomme chef d'état-major. Là, il est lieutenant général. Et Tango Fort, c'est le plus gradé de tous nos soldats. Tango Fort est 4 étoiles, major. Général major. Donc, il y a quand même cette disposition qui a été violée de la loi organique qui a été violée. Je pense que le chef de l'État va se ressaisir. n'a qu'à faire avec le respect des lois de ces pays. Je pense qu'il va se ressaisir, comme il s'est ressaisi. L'acte a été déjà posé. Oui, nous ne sommes pas au premier ressaisissement. Il s'est ressaisi avec l'informateur 2 ans après. On a nommé le gouvernement Inukamba, on avait sur une majorité fictive. Il n'y a jamais d'informateur. Après 2 ans, on a nommé Bahati Lukwebo qui a composé l'Union sacrée pour avoir les gouverneurs Samalukonde. Je suis sûr qu'après cette analyse, on va vous traiter des nez.
Non, des jaloux. nous sommes en train d'aider l'État. On ne veut pas qu'on dénonce ce qui ne va pas, même quand les textes ont été violés, on ne veut pas qu'on en parle. Non, on ne peut pas en parler. Comment ils peuvent nous traiter des jaloux et pourtant ils ont pour slogan État des droits? Ils ont fait de cet État des droits leur cheval de bataille, même si dans la faisabilité, l'État des droits est vidé de toute sa substance. En voyant Kamer et Blanchet aujourd'hui, acquitté, en voyant Willy Bakonga aujourd'hui, Tshisekedi, libre, gracié, en voyant Eteni Longondo, Vidi et Chimanga. Mais il y a des Congomani qui sont en prison, rien tout simplement parce qu'il a eu tout simplement à critiquer les régimes. Comme Jimmy Kitenge. Il ne sait même pas Barnabé Kikaya. En quoi on lui reproche. Vous comprenez que 2 poids 2 mesures, et ça nous le disions pour sauver la République. Nous le disions pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se ressaisir. Parce que c'est quand même honteux. Je me demande, dans une parade, comment ils vont s'y prendre, où il y a Amis Sitangofor, et il y a comment ils vont s'y prendre. Il ne viendra pas. Il est temps de réparer cette irrégularité, ou soit, si ça a été fait... C'est ça le problème. Parce que lui, il est plus gradé que... Ça doit être rapidement réparé. Amis Sitangofor est plus gradé que Chiwewe. Ça doit être rapidement réparé. Donc, Moutou Moutoko est armé. Et comme non, mais moi je suis préséant. Mais c'est lui le chef d'état-major, le numéro 1 des FARDC. Mais moins gradé que Amis Sitangofor. Donc, il est temps que cette disposition, l'article 27, soit corrigée pour qu'il y ait un bon fonctionnement dans l'armée congolaise, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, ce dysfonctionnement qui sera causé par la violation de ces textes. Je pense que la maison militaire du chef de l'État va me suivre pour réparer cela, soumettre au chef de l'État l'élévation des grades du commandant, du chef d'état-major actuel, le général Patient, que je salue et que je connais la bravoure. Mais Gauthier, avant qu'on passe à autre chose, pourquoi toutes ces erreurs dans les ordonnances du chef de l'État? Les actes administratifs de haute portée mais sortent avec des erreurs de droit administratif. Tout simplement parce que le chef d'État est très mal entouré et qu'il n'a pas fait très mal entouré, il n'a pas fait les bons choix des collaborateurs. Son cabinet, en voyant tout ce qui se passe, donc laissez-nous dire que son cabinet est composé des incompétents. Son cabinet est composé des amateurs, des gens qui sont venus apprendre au sommet de l'État. On ne peut pas déposer sous la table du chef de l'État des ordonnances, des documents avec des fautes de français, des documents avec des violations des textes, des documents, n'est-ce pas, qui violent les lois. Et pourtant, lui, il est le garant des bonnes institutions de la République. Oh, et pourtant, lui, il est le premier gardien, n'est-ce pas, de tous les textes, n'est-ce pas, qui compose, n'est-ce pas, ou qui régule la société congolaise. Et quand c'est lui-même qui commence à tomber dans ça, la première fois c'était, non, on les mettait les bâtons dans les roues par les FCC, voilà pourquoi il n'a jamais nommé d'informateur. Mais non, vous ne pouvez pas, les cabinets devaient s'imposer, dire au chef, voilà ce que dit la loi. Et là, vous venez, il n'y a que des irrégularités de temps en temps. Et je pense que cette histoire des rétrocommissions, ça commence avec Matata. Et après, c'est Vidi Chimanga, c'est moi le président. Et c'est une personne comme ça, et on lui laisse le temps de démissionner. Au lieu de les révoquer, on lui laisse le temps de démissionner. Il est convoqué, il fait 48 heures, il a une liberté provisoire. Et pourtant, c'est extrêmement grave parce que ça fait peur aux investisseurs. Et ça ne donne pas une bonne image, n'est-ce pas, du monde des affaires en République démocratique du Congo. Il faudra que le chef de l'État puisse taper du poing sur la table, puisse, n'est-ce pas, tel qu'il a fait dans l'armée, qu'il puisse aussi le faire dans son cabinet, placer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'il ait quand même des vrais technocrates et des vrais administratifs qui vont lui éviter de telles erreurs à la longue. Ça fait 4 ans que nous dénonçons, nous critiquons l'administration du président de la République. Est-ce que le problème, c'est l'administration du président de la République, la présidence, ou le problème, c'est le président lui-même? Le problème est à des niveaux. Le problème est partagé. Il y a l'administration qui a un sérieux problème parce qu'ils sont nommés là pour accompagner les chefs de l'État, traiter les dossiers. Il y a des conseillers dans chaque secteur. Donc, des questions économiques, il y a telles. Questions juridiques, il y a telles. Il y a des collèges qui travaillent sur ça. Et avant que ces questions n'arrivent sur la table du chef de l'État, ces questions doivent passer d'abord. Ces dossiers doivent passer sous la table, n'est-ce pas, du DIRCAB, qui est censé être un vertébré, un coordonnateur vertébré qui a eu quand même à gérer. Mais malheureusement, vous allez suivre mon regard, je ne sais pas,
l'actuel DIRCAB, qu'est-ce qu'il a eu à faire dans son passé et qu'est-ce qu'il a été. Je pense que... Avec toutes les influences des conseillers, vous pensez vraiment que le directeur des cabinets du chef de l'État joue véritablement Cher Lokala, invertébré, quelqu'un... Quand vous avez des conseillers qui disent le président c'est moi. Invertébré. Et il voit les attributions du conseiller en matière de mines. Il s'en occupe. Cher Lokala, quand on a quelqu'un... Le directeur des cabinets joue vraiment son rôle. Quand on a un directeur des cabinets qui a d'abord son propre amour, qui tient à sa personnalité, qui est vertébré, qui a fait ses preuves dans la gestion dans tel ou autre secteur dans les pays, il va imposer les respects. Et il va imposer un rythme de travail. Car si ce directeur n'a pas de légèreté, si on ne les retrouve pas dans des petites choses, on ne les retrouve pas dans des petits coups bas, il sera respecté, il va se faire respecter, il va imposer un rythme de travail. Et quand il sent que ça ne marche pas et qu'il y a des surpuissants conseillers, il faut rendre l'établier. On a connu chez il faut rendre l'établier. On a connu Manou, on voilà. a connu Bochard, on n'a jamais connu Némi Mouilanja. Nous n'avions jamais connu ces problèmes à la présidence. C'était orthodoxe, la gestion de la présidence. Et tout s'est passé suivant. Et ce n'était pas facile que ton dossier arrive sur la table de l'ancien président sans passer. C'est vrai, on est humain. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais il y a des imperfections. Même sous Kabila, on a nommé des gens déjà décédés, mais au moins, ça ne se répétait pas comme sous Tshisekedi dans 4 ans. Et donc, la faute est partagée. D'un côté, il y a les cabinets, de l'autre côté, il y a les chefs de l'État qui n'est pas aussi très regardant. Qui a la plus grande responsabilité qui n'est pas aussi très regardant sur le dossier qu'on dépose sur sa table pour signature ou pourquoi que ce soit. Pourquoi que ce soit. Très bien, Gauthier. On ne va pas s'attarder sur la personne du président de la République. Mais il est temps qu'il change son cabinet. Mais la question de savoir qui a la plus grande responsabilité entre son cabinet et lui-même. Parce qu'on a comme l'impression qu'il se plaise de ça, et son cabinet et lui-même. Bon, à chacun d'entre vous d'y répondre, d'apporter la réponse. On va prendre le dernier virage de cette émission, les élections en 2023. Gauthier, avant que je ne vous pose la question de savoir ce que vous avez comme point de vue par rapport aux déclarations de différents acteurs politiques ou différentes formations politiques, pensez-vous que nous aurons des élections, vous-même d'abord en tant qu'analyste, en tant que journaliste, en tant que Congolais, pensez-vous que nous aurons des élections en 2023? Très cher Lokala, en tant qu'analyste, il est impossible d'avoir des élections en 2023. Pourquoi? Pour 2 raisons. Lesquelles? La première, la raison sécuritaire. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec une partie de la République démocratique du Congo qui est entre les mis des détracteurs. Avec les dossiers Ritabol aussi. Donc, Ekwamout, tout ça, il y a beaucoup de zones d'instabilité, beaucoup de zones d'insécurité en République démocratique du Congo. Et il est difficile, n'est-ce pas, d'aller aux élections sans d'autres Congolais. On ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas aller aux élections sans les Congolais de Bunagana. Ça, c'est même violer les textes, la constitution de la République. Ça, c'est la première raison. Les pays qui est presque déchiré. Les pays qui est presque quelques coins de pays pris en otage par les ennemis de la République. La deuxième raison, c'est sur le plan technique et sur le plan financier. Jusqu'à ce jour, j'étais sidéré, excuse-moi, d'entendre les chefs de l'État nous dire que même s'il n'y a pas de calendrier, les calendriers peuvent venir à tout moment. Mais mon Dieu. Mais c'est les calendriers qui déterminent chaque opération, la durée et le timing de chaque opération. Donc, nous ne pouvons pas initier une opération sans les calendriers de la CENI. Les calendriers, c'est la première des choses qu'il faut avoir. Donc, quand les chefs nous disent qu'on peut à tout moment avoir les calendriers et qu'on peut avoir l'enrôlement. Mais comment on peut enrôler le peuple sans calendrier? Parce que l'enrôlement, c'est une opération, n'est-ce pas, de la CENI qui doit être contenue dans les calendriers de la CENI. Nous devions commencer par la feuille de route qui n'existe même pas. Il n'y a pas de feuille de route jusqu'à ce jour. L'état des lieux. Celle que Denis Kadima sortie n'est pas... Faux. Il n'y en a pas. C'était pour endormir la population. La preuve, je vais te le dire, depuis que Denis Kadima est là avec son bureau. La sortie, ça fait des routes. Depuis qu'il est là, cher Lokala, l'état des lieux de la CENI, sur toute l'étendue de la République, ne s'est jamais terminé. Ils sont à 30%. 30%. Je te l'ai dit, ils sont à 30%. Ils ne savent pas qu'ils sont là, Kadima et toute son équipe,
Combien des isoloirs ils ont sur toute l'étendue de la République, dans tous les bureaux de la CENI, laissés par Corneille Nangaa. Ils ne savent pas combien de machines à voter sont en bon état, combien sont détruites. Ils ne savent pas, chers amis, combien d'imprimantes qu'ils ont jusqu'à ce jour, combien sont détruites. Et il faudra aussi ici savoir qu'il y a eu 3 incendies reconnus par le gouvernement. On a eu 3 incendies, c'est 3 bureaux, 3, comment dirais-je, postes de stockage des matériels de la CENI qui ont été brûlés. Et vous savez, ça se passait comment? Chaque fois qu'il était annoncé une descente pour l'état des lieux, il y a incendie. C'est ce qui a fait que la CENI, Kadima, ne puisse pas continuer sur tout l'état de la République. Et nous savions dans quel état nous sommes. Et qu'après les élections, il y a des gens qui se livrent à vendre des matériels. Il y a des gens qui se livrent à vendre des machines. Il y en a qui prennent pour aller donner à leurs enfants. Il y en a qui prennent des ordinateurs. Donc, côté technique, matériel, ça ne rassure technique, pas. matériel, ils ne savent pas combien ils ont, combien ils doivent acheter, combien ils doivent réparer. Ça, c'est déjà un premier volet problème. financier. Les volets financiers, ils ont eu un retard de 16 mois de cotisation. 16 mois de cotisation. Je vous l'ai dit, depuis le gouvernement Inou Kambaki a tenté de cotiser 2 ou 3 fois. 16 mois de retard. Ils ont tenté de cotiser 2 ou 3 fois. Après, depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais cotisé. La preuve, il y a eu ici une discussion entre le gouvernement et la CENI. Les gouvernements qui disaient qu'ils ont déjà décaissé 250 millions pour la CENI, et la CENI qui n'a reconnu que 130 quelques millions, et qui a même rappelé au gouvernement que les restes d'argent, c'était les frais de fonctionnement et des paiements des arriérés des agents de la CENI. Or, la CENI a besoin de minimum 800 millions, maximum 1 milliard pour organiser les élections. Or, ils ont un retard de 16 mois de cotisation. Où est-ce que le gouvernement congolais aura ces 800 millions du coup pour donner à la CENI pour qu'ils organisent? Même s'ils ont l'argent à 14 milliards. Hein. Écoutez, nous avions des budgets hier, on a connu. Les sont mobilisés. Hier, on a connu l'année passée un budget qui avoisinait 10 milliards et les taux d'exécution sur terrain, c'est combien? C'est 56%, 60%. Il ne faut pas suivre ces chiffres qu'on gonfle inutilement, mais sur terrain, on ne les sent pas. Donc, ici, même si le gouvernement récupérer ces retards avec des partenaires, mais il y a un problème. Il faut maintenant que la CENI finisse son état des lieux. Il faut que la CENI fasse rapidement les calendriers pour savoir combien de temps prendra l'enrôlement, combien de temps prendra plutôt la formation de maintenanciers, combien de temps pour les recrutements des agents de la CENI, la formation de ces agents, tout ça, et puis les appels d'offres pour acheter, avoir les fournisseurs de la qualité des machines dont ils ont besoin, acheter ces machines, les faire venir, les dispatcher sur toute l'étendue de la République. Et il ne faudra pas oublier que hier, n'est-ce pas, nous recourons au moyen des déplacements de la MONUSCO. Et aujourd'hui, avec ces froids qui entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, et quels sont les hélicos, quels sont les défenses que nous avions? On va recourir à l'armée. Pour l'armée à quoi? Logistique de l'armée. L'armée à quoi? En 2011, l'armée est intervenue. La MONUSCO, bien sûr, la avec l'appui important de la MONUSCO. Avec les hélicos, avec les défenses de la MONUSCO. L'armée a presque tout en état de délabrement. Nous n'avions pas de matos. Donc, vraisemblablement, cher Lokala, vous comprenez que quand je vous détaille ces petits tableaux, vous comprenez qu'il n'y aura pas élection en 2023. Selon mes sources. Arrêtez. Excusez, je vais chiter. Selon mes sources proches de la CENI, comment ça, Denis Kadima est en train de laisser entendre, n'est-ce pas, les diplomates. Et c'est ça même qui est à la base de la tournée de la CIME, que vous avez vu Dodo Kamba circuler chez tous les leaders politiques et de la société civile pour discuter avec eux. C'est pour faire passer le message de Denis Kadima qui voudrait qu'on l'ajoute 5 mois de plus pour qu'il nous donne des élections. Et maintenant, les 5 mois, qui va accorder ces glissements de 5 mois à Félix Tshisekedi? C'est là où vous avez suivi la sortie médiatique d'Olivier Kamitatou, qui vient vous dire que même pas une minute pour ceux qui sont dans les institutions. C'est par rapport aux différentes rencontres de la CIME, de Dodo Kadima et les acteurs politiques qui sont en train, n'est-ce pas, de faire passer les messages de Dodo Kamba dans des ambassades et chez les leaders d'opinion et les leaders politiques, comme quoi Denis Kadima et son bureau ont besoin de 5 mois de surplus pour organiser les élections. Voilà, c'est ça la vérité. Les 5 mois à partir de quelle date? Les 5 mois à partir de décembre 2023. Ah. Donc,
à partir du 30 décembre 2023, Denis Kadima, selon ses calculs et selon ses prévisions, si on l'ajoute 4-5 mois, il pourra nous organiser des élections un peu respectables. Si je maintiens à cette révélation, vous pensez que les acteurs politiques vont accéder à cette demande? Déjà, le parti de Katumbi a déjà pris position. Est-ce que vous pensez que les autres formations politiques accepteront quand même qu'on donne quelques mois à Denis Kadima? Je vais maintenant vous donner quelques petites révélations. Oui, il serait juste déjà que voilà. Juste après les passages de la cimée avec Dodo Kamba chez comment il s'appelle encore, Martin Fayoulou. Vous avez suivi Martin Fayoulou évoluer avec son discours. Qui vous dit, il a reconnu Denis Kadima, mais le secrétaire exécutif doit être changé. Selon Martin Fayoulou, il suppose que c'est le secrétaire exécutif qui fait du bon travail. Le fait que Denis Kadima refuse la mutualisation des opérations d'identification et d'enrôlement, il a vu la bonne foi. Et le fait qu'ils reconnaissent qu'ils ont un retard, ça, ce sont mes sources qui me donnent toutes ces informations. Les 5 mois, ils pensent qu'il y a quand même une bonne volonté. Mais il faut changer l'exécutif pour que toutes ces forces puissent, n'est-ce pas, prendre part ou puissent se faire représenter dans cet exécutif pour, n'est-ce pas, veiller aux élections qui vont venir. Vous avez suivi les secrétaires permanents du PPRD vous dire que nous avons besoin des élections en 2023. 2023, Tshisekedi va partir. Il fait monter les enchères. C'est déjà un message qu'ils envoient à Félix Tshisekedi. Pour lui dire, écoutez, nous ne sommes pas d'accord, il n'y aura pas une minute de glissement sans nous. Soit on cogère ensemble. Et la sortie de Moïse Katumbi à travers... La sortie de Moïse Katumbi à travers son porte-parole, pas une minute, c'est déjà une menace. Et c'est aussi un message de rupture, entre Katumbi et Félix Tshisekedi. Quand vous voyez la tournée de la cimée de Vital Kamerhe à l'Est, où il y a un communiqué officiel qui interdit les effigies et les calculs de chef de l'État. Où lui-même, il s'interdit de parler de chef de l'État. Et on arrive ici, les communicateurs de l'INC, quelques journalistes qui l'ont accompagné, ils commencent déjà à communiquer pour dire quoi? Les peuples ne veulent plus du maillage Kamerhe. Tshisekedi. Kamerhe est candidat. C'est déjà pour vous dire qu'il y a rupture aussi entre VK et Félix Tshisekedi. Quand vous voyez VK arriver au maniement, ce sont les lieutenants de Salomon Escadela qui est proche de Katumbi. Ce sont les lieutenants de Matata qui mobilisent pour lui. Et dans son discours, il remercie les notables du Maniema, de Kindu, pour avoir construit des routes. Or, vous et moi savions que seuls Matata et Salomon qui ont construit des routes. C'était déjà quoi? Une main tendue. Quand vous voyez VK arriver à Bukavu, c'est Basengezi du FCC qui organise, n'est-ce pas, qui mobilise aussi pour VK. VK arrive à Kisangani. C'est quelques notables cadres du FCC qui mobilisent pour lui. Il y a déjà un bloc Est qui se forme contre Tshisekedi. C'est le bloc Katumbi, Kabila, Kamerhe, les trois Matata, qui ne veulent plus accompagner Félix Tshisekedi. Et dans les dires de la population, vous avez suivi la population, scandaler des chants pour dire, écoutez, ne nous amène plus Félix Tshisekedi ici. Kamerhe, entre sa survie politique et l'alliance avec son partenaire, il a plus besoin de la base que de son partenaire. Et nous allons aux élections. Donc, au regard de tous les messages... Par rapport aux 5 mois demandés par Denis Kadima, ce bloc-là est-il prêt à adhérer à cette... Non, le bloc est catégorique. Voilà pourquoi Katumbi a parlé au travers... c'est une évidence. Katumbi a parlé à travers son porte-parole. Pas une minute. Et s'il y a évidence? S'il y a évidence? Ouais. C'est-à-dire que les élections ne sont pas organisées. C'est clair. Dans une situation de fait. C'est clair, cher Patrick Lokala. Il faut appeler toutes les forces vives autour d'une table. Créer un cadre. Kabila à la fin de 2018. En 2011, il y a eu glissement. Qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont choisi les cadres, la Cinco, qui a appelé toutes les forces vives de la République. Ils se sont mis autour d'une table pour, n'est-ce pas, avoir un gouvernement d'union nationale pour aller aux élections. Malheureusement, ils ont débauché. Ils joueront carrément les jeux de Tshisekedi. Ils ne vont pas jouer les jeux de Tshisekedi. Il y a tout planifié pour qu'il n'y ait pas d'élection, parce que sachant que les acteurs politiques vont rejoindre dans les cadres de transition avant d'aller aux élections. À ce moment-là, c'est Tshisekedi qui gagne. Malgré le bloc patriote, malgré le bloc Ouest, c'est Tshisekedi qui va gagner parce qu'au finish, ils vont se retrouver ensemble. Tshisekedi ne gagne pas. Par contre, c'est Tshisekedi qui perd.
jamais. Il perdra comment? Nous n'avions jamais connu pour un premier mandat, incapable d'organiser les élections. Tu glisses à ton premier mandat, mais c'est grave. Sous la Même Kabila, s'il vous plaît, même Kabila qui a eu les pays dans des conditions extrêmement difficiles. Le pays était presque divisé sous Kabila. Il a commencé avec les 1+4, mais il nous a donné les élections. Mais Félix Tshisekedi a le pouvoir seul. C'est le seul maître à bord. À son premier mandat, il est incapable de nous donner les élections. Comment il sera pris par la communauté internationale, par la communauté nationale, par le peuple congolais, qui est déjà habitué, n'est-ce pas, à aller aux urnes. Le peuple congolais qui nous a permis d'avoir cette alternance, en sanctionnant Kabila avec son Chadari. Aujourd'hui, Félix veut nous remettre encore dans des soins de glissement. Lui qui vient de l'opposition, lui qui s'est opposé farouchement au glissement de 2011, même si Kabila a recouru au débauchement pour avoir Sami Badibanga et avoir l'autre Tchibala. Tshisekedi sortira perdant sur toute la ligne. Mais on ne peut pas lui donner les cadeaux de gérer le pays seul. Pendant les glissements, c'est tout à fait normal que toutes les composants, toutes les forces vives puissent prendre part pour veiller, n'est-ce pas, à l'organisation des élections dans les délais demandés par la CENI. C'est à ce moment-là qu'il gagne. C'est à ce moment-là qu'il gagne. Il ne gagne rien. Il sort perdant. Dans l'opinion, il dira quoi? Parce que là, il n'a pas fait un jeu, mais c'est l'incapacité de mobiliser des moyens pour, n'est-ce pas, appuyer la CENI, qui est une institution démocratique, à organiser les élections. Ça, c'est une faillite. C'est une défaillance, n'est-ce pas, dans sa gestion. Et parmi les réalisations, il devait nous dire qu'il nous a donné les élections. Mais quand il nous dit qu'il n'est pas mesure de nous donner les élections, c'est une faute, c'est une violation même de la Constitution qui dit que le mandat est de 5 ans. 5 ans après, il faudra, n'est-ce pas, renouveler son mandat. Donc ici, c'est l'incapacité de Félix Tshisekedi de mobiliser les moyens, c'est l'incapacité de Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, d'affronter le peuple congolais, la peur de perdre en 2023. Ici, c'est l'incapacité de Félix Tshisekedi et tout son gouvernement, n'est-ce pas, de respecter la Constitution de la République. Ici, n'est-ce pas, c'est l'incapacité, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi et son gouvernement, cher Patrick Lokala, n'est-ce pas, respecter les souverains primaires qui est le peuple congolais, les citoyens congolais lambda, qui est moi, vous et moi. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Mot de la fin, Gauthier Sey. Les mots de la fin, le Congo nous appartient, le Congo appartient à nous tous. Partout où nous nous trouvons, partout où nous sommes, faisons notre part. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes quelque part responsables de notre propre malheur. Pour avoir voté des gens parce qu'ils nous ont donné un peu de polo, ils nous ont donné un peu d'argent, parce que ces gens-là sont venus avec un discours démagogique. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e cycle électoral. Nous sommes assez matures, nous sommes assez éveillés, nous sommes assez, n'est-ce pas, clairvoyants. Il est temps maintenant, chers compagnons, chers Congolais, de commencer à nous organiser, de nous sensibiliser, n'est-ce pas, chers Congolais, de sanctionner des incompétents à tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau national et au niveau présidentiel. Ne votez plus par sentiment, ne votez plus pour un polo, ne votez plus pour 5 000 francs, ne votez plus parce qu'on vous a donné un peu de pain, mais votez utile pour voter une vision qui pourra développer les Congo. Voilà comment nous sommes en train de tâtonner Bunaganda entre les mains de M23. La faim, c'est partout. Les agents de l'État impayés. Les textes de la République sont violés matin, midi, soir. Les lois, on marche sur les lois. La justice, elle est devenue une justice sélective. Les sociales, n'en parlons même pas. Il est temps d'avoir des dirigeants responsables, des dirigeants qui ne ressemblent pas à Rita Bola, qui ne ressemblent pas à Gentili Ngobila, des dirigeants qui ne ressemblent pas à Vidier Chimanga, des dirigeants dignes de leur nom pour sauver les Congo. Merci. Que Dieu nous garde. Rendez-vous en 2023. Pas une minute aussi pour glisser pour ceux qui sont dans les institutions. Nous devons aller aux urnes. Merci beaucoup, Gauthier Sey, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Patrick Lokala. Nous sommes arrivés à la fin. Derrick Lunkeba était derrière la caméra. La réalisation de cette émission. Je prends...